Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, donc je vais commencer par remercier donc le GRAF et puis en particulier Gérard Vincent et Raphaël Yvain de m'avoir sollicité pour construire avec eux ce séminaire qui porte sur une thématique, le lien ville-hôpital, qui me tient particulièrement à cœur. Et de réaliser aussi cette conférence d'introduction du séminaire que j'ai choisi d'intituler « Pourquoi travailler ensemble ?», avant de réfléchir au comment dans les ateliers. Prendre un petit peu de recul sur le pourquoi, en fait, on fait ça. Alors, pourquoi le lien ville-hôpital, moi, m'intéresse particulièrement. Donc, comme l'a dit Gérard Vincent à l'instant, moi, je suis médecin généraliste. J'exerce depuis 2009 dans un pôle de santé dans le sud de la Mayenne. Donc, c'est un territoire semi-rural, voire rural. Et donc, j'exerce dans ce pôle de santé qui est assez atypique par son ancienneté, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que le projet de santé du territoire a été conçu et est mis en œuvre. Atypique aussi par son mode d'organisation. C'est un pôle de santé qui est réparti sur plusieurs sites, qui regroupe plus de 60 professionnels libéraux, qui est adossé à un hôpital local dans lequel interviennent les généralistes du territoire, et puis qui est en lien aussi avec la mutualité française Anjou-Mayenne. Je ne vais pas aller plus dans le détail puisque demain, au cours d'un atelier, Pascal Gendry, ici présent, pourra présenter un peu plus en détail la structuration, les projets et les innovations qui sont en lien avec ce pôle de santé. Donc, à côté de mon activité de médecin généraliste, donc je suis maîtresse de conférences au département de médecine générale d'Angers, où j'ai des activités d'enseignement, donc auprès principalement des internes de médecine générale, donc dans le 3e cycle, mais également auprès des étudiants en médecine, des étudiantes et étudiants en sciences infirmières également. Et puis, j'ai aussi des activités de recherche dans le cadre de ce département, avec des thématiques de recherche essentiellement centrées sur les collaborations interprofessionnelles et sur les transformations de l'organisation des soins, en ce qui concerne plus particulièrement les soins primaires. J'organise depuis quelques années maintenant une école d'été internationale centrée sur l'organisation des soins primaires et de ses transformations. Et donc, on a l'occasion chaque année d'accueillir une dizaine de participants d'horizons variés de différents pays pour réfléchir ensemble aux transformations et aux comparaisons internationales par rapport à l'organisation des soins primaires. Et donc, l'intégration des soins primaires au sein du système de santé que vous évoquiez là tout à l'heure, Gérard Vincent, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas développé de la même façon en France qu'ailleurs. J'ai eu l'opportunité dans mon cursus d'être chercheur postdoctoral à l'université de Sherbrooke, donc pendant 2 ans dans une équipe de recherche en médecine de famille, et d'aller observer et participer à des innovations et de la recherche dans le domaine de la transformation de l'offre de santé de première ligne pour les patients qui ont des maladies chroniques. Et puis par ailleurs, je suis membre du Collège national des généralistes enseignants, et plus particulièrement, je suis responsable du groupe qui s'intéresse à l'organisation des soins au sein de son conseil scientifique. Donc voilà, cela étant dit, quand on m'a sollicité pour participer à ce séminaire, je me suis un petit peu interrogée, on en a parlé là au cours de ce dîner, de qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter pour initier, lancer un petit peu les débats. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'une part de pouvoir illustrer du côté de la ville quelles étaient nos problématiques du quotidien sur la question du lien ville-hôpital, au-delà effectivement des préjugés ou des représentations qui se véhiculent. Et puis également d'apporter des éléments de réflexion issus plutôt de travaux académiques, de la littérature nationale ou internationale, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble et quels sont les déterminants du travailler ensemble. Donc je vous propose d'aborder un petit peu ces 2 aspects. En préambule, quand on parle du lien ville-hôpital, il y a toujours la question de la ville. Qu'est-ce que c'est la ville ? Alors, je pense qu'on pourra aussi poser la question et on verra différents exemples de qu'est-ce que c'est l'hôpital ou les hôpitaux. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la ville, c'est vraiment extrêmement important de prendre conscience que la ville, c'est un espèce de patchwork ou en tout cas une coexistence de tout un tas d'acteurs, d'établissements, d'équipes, d'organisations. Donc, c'est pas un hasard, je suis médecin généraliste, j'ai mis le médecin généraliste un petit peu au centre, mais il y a tout un tas d'autres acteurs, que ce soit les infirmiers, les pharmaciens, les kinés. Il y a aussi des structures, il y a les EHPAD, les SIAD. Il y a des formes d'organisation un peu nouvelles, les maisons de santé, les CPTS dont on discutera également vendredi. Et puis, il y a également des acteurs du second recours, des médecins spécialistes, etc. Et évidemment, je ne cite pas tout le monde. La ville, c'est aussi les villes parce que l'organisation des soins de ville, l'organisation des soins primaires est extrêmement variable d'un territoire à un autre.
C'est vrai qu'il est assez facile, en échangeant avec des collègues, de s'apercevoir que ce n'est pas du tout la même chose d'exercer quand on est installé dans un centre-ville plutôt favorisé d'une métropole, quand on est dans un village, donc en milieu rural, quand on est dans un quartier prioritaire d'une ville ou dans une cité plutôt résidentielle, en première couronne d'une métropole par exemple. Et ça, c'est vraiment important quand on s'intéresse au lien ville-hôpital, de comprendre qu'en fonction du territoire avec lequel on va travailler, les choses vont se faire forcément différemment. Alors pour clarifier un peu le propos, je voulais revenir un petit peu sur la distinction entre soins de ville, soins primaires, médecine générale. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent un peu une confusion. Et puis la médecine générale est souvent... alors soit on lui demande de représenter la ville, soit on lui reproche de vouloir prendre toute la place dans la ville. Donc c'est vrai qu'il y a différents niveaux à distinguer. Donc là, j'ai remis une figure que la plupart d'entre vous connaissent certainement, qui est le carré de White. Donc White, c'était un auteur américain dans les années 60 qui avait étudié la façon dont les gens utilisaient le système de santé et qui a mis en évidence ce qu'il a appelé l'écologie des soins médicaux et qui avait démontré à ce moment-là que si on prend 1000 personnes dans la population générale sur un mois donné, il y en a une grande majorité qui va à un moment donné ressentir un symptôme, s'inquiéter pour sa santé, et seulement une fraction d'entre eux va se poser la question de savoir s'il faut consulter, et encore une plus petite fraction va finalement consulter. En premier lieu, sont généralistes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les carrés se réduisent. Et puis parmi ceux qui vont consulter le médecin généraliste, il y en a une petite proportion qui va avoir recours à des soins spécialisés, et une toute petite fraction d'entre eux qui finalement va arriver en hospitalisation et éventuellement dans un centre hospitalier universitaire pour le tout petit carré du bas. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on est, alors notamment nous, quand on forme nos internes de médecine générale, c'est quelque chose dont il faut absolument avoir conscience, mais ça a des impacts à différents niveaux. Donc là, ce que je voulais illustrer, c'est qu'effectivement, les soins primaires ne représentent pas la totalité des soins de ville, mais en représentent quand même une majorité. Et puis l'autre élément qui est extrêmement intéressant à considérer, c'est qu'effectivement, en soins primaires, en fait, on répond à 90% des demandes de soins des individus ou des préoccupations par rapport à la santé sans qu'il y ait de passage par l'hôpital. Donc ça, c'est quelque chose d'important à considérer. La ville n'est pas que de l'amont ou de l'aval de l'hôpital, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent de façon spécifique et uniquement interne aux soins primaires. Et donc ça, en fait, cette écologie des soins médicaux qui avait été décrite la première fois en 61 a été réétudiée, réobservée à différentes périodes. En 2016, il y a de nouveau eu une publication dans un journal prestigieux qui remontrait exactement les mêmes chiffres. Et ça a été étudié dans d'autres contextes de soins, dans d'autres pays, très différents des États-Unis. Et on retrouve à peu près les mêmes proportions d'une façon un peu étonnamment surprenante, quel que soit le système de santé dans lequel on observe les choses. Alors, au sein des soins primaires, la spécialité médicale qui est en charge de ces soins primaires, c'est la médecine générale. Il me paraissait intéressant de repartir un petit peu de qu'est-ce que c'est la médecine générale. C'est vrai qu'en France, pendant plusieurs décennies, la médecine générale a eu de la difficulté à se définir. Elle a souvent été définie en creux par défaut, comme ce que ne faisaient pas les autres. Depuis un certain nombre d'années, des généralistes ont réfléchi à finalement ce qui constituait la médecine générale. Et en 2002, la WOMCA, qui est l'Organisation mondiale des médecins généralistes, qui est l'organisme qui coopère avec l'OMS, par exemple, quand il s'agit de représenter la médecine générale, a proposé une définition de la médecine générale à laquelle avaient participé d'ailleurs des médecins généralistes français et qui fait vraiment référence auprès donc, de la communauté académique des généralistes et pour la formation des futurs généralistes. Donc la médecine générale, c'est je vais repartir sur les feuilles vertes si vous voulez suivre un petit peu ce dessin, c'est la prise en charge des problèmes de santé vus à des stades précoces et indifférenciés. Donc on n'est pas forcément sur des gens qui ont des maladies, on est sur des gens qui ont des préoccupations, des problématiques en lien avec leur bien-être et leur santé. Ce sont des décisions à prendre basées sur l'incidence, la prévalence des pathologies, des symptômes, donc souvent des décisions qui sont prises en situation d'incertitude. On n'est pas forcément sur des diagnostics précis et on n'a pas forcément besoin d'aller sur des diagnostics précis toujours. C'est une responsabilité en termes de santé publique. C'est la responsabilité par rapport à la coordination des soins, parfois la défense du patient. C'est un élément très important, le premier recours. L'accès pour toute personne, quel que soit son âge, son origine, son sexe, quel que soit son motif ou le type de préoccupation qui l'amène à venir.
C'est la prise en charge concomitante ou successive de problèmes de santé aigus, chroniques, qui souvent vont se mêler. La promotion de la santé, autant que possible. La continuité des soins, ça c'est un critère très important, c'est-à-dire la prise en charge au long cours du patient tout au long de sa vie, quand on a vraiment une carrière longue dans nous, mais en tout cas au fil du temps, durant les années, et pas seulement au cours d'un épisode de soins ou centré sur un problème donné. Une approche centrée sur le patient et sur son contexte, donc la prise en compte de son environnement, de sa famille, de ses proches, de son travail, de sa communauté. Et puis une relation médecin-patient durable qui se construit dans la durée, une relation interpersonnelle qui permet la mise en œuvre de plusieurs des compétences nécessaires à la médecine générale. Et puis donc l'utilisation d'un modèle dit holistique, c'est-à-dire la prise en considération de toutes les dimensions pertinentes pour la santé, dimensions physiques, psychologiques, sociales, culturelles, existentielles, et en fait tout ce qui contribue à la conception de la santé et du bien-être. Alors, après avoir dit que la médecine générale ne pouvait pas représenter à elle seule les soins primaires, puisqu'il y a vraiment tout un tas d'autres acteurs autour des médecins généralistes, et que les soins primaires ne représentaient pas à eux seuls la ville, on peut se questionner sur, du coup, quelle est la légitimité d'un médecin généraliste pour parler de la ville. Il y a des travaux à plusieurs reprises qui ont interrogé les hospitaliers pour savoir quels étaient les interlocuteurs privilégiés en ville, et de manière absolument prédominante, le médecin généraliste est malgré tout l'interlocuteur pour les hôpitaux en médecine de ville. Alors, à partir de la ville, comment est-ce qu'on voit le lien ville-hôpital ? Donc souvent, effectivement, quand on pense au lien ville-hôpital, on pense aux entrées, aux sorties, à la transmission des courriers. Ça, là, je vous présente quelques résultats d'une enquête qui avait été faite par le CHU de Grenoble il y a maintenant une dizaine d'années, qui avait interrogé les médecins généralistes, un peu plus de 300, sur leur opinion quant à la qualité de leur relation avec les médecins hospitaliers. Donc, ils avaient interrogé sur la facilité pour joindre un médecin hospitalier. Et effectivement, les taux de satisfaction pour ce critère n'étaient pas forcément très élevés, puisqu'il y avait une majorité de médecins qui estimaient qu'il n'était pas facile de joindre un médecin du CHU. Il y avait d'autres questions qui portaient sur la transmission d'informations, notamment les courriers de sortie, l'information sur le décès d'un patient, etc. Et là encore, il y avait des taux de satisfaction pas extrêmement élevés sur le délai avec lequel ils recevaient l'information. Et puis, il y avait un item qui me paraissait extrêmement important et dont on parle moins, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui était de savoir si les médecins généralistes considéraient qu'on les faisait participer aux décisions concernant leurs patients. Et là, les taux de satisfaction étaient plus bas encore. Alors, pour essayer de rendre ça beaucoup plus concret, parce que je pense que c'est utile d'aller dans des exemples concrets pour comprendre un petit peu ce qui se passe, quels sont les rôles des uns et des autres. Je vais vous présenter 4 vignettes cliniques. C'est des patients réels, c'est de mes patients. Donc là, c'est Madame Jeanne. Alors, ce n'est pas Madame Jeanne qui vous regarde pour de vrai, mais Madame Jeanne existe. Donc, Madame Jeanne, elle a 73 ans. C'est une patiente de ma collègue, qui est son médecin traitant depuis quelques années. Mais on ne l'a pas vue depuis 2 ans au pôle santé, donc elle est en dialyse. Donc elle va 3 fois par semaine à l'hôpital pour ses séances de dialyse. Et puis un vendredi midi, je la vois sur mes créneaux d'urgence. Elle a appelé la veille, elle avait besoin d'être vue rapidement. Donc c'est une dame qui a un certain nombre de pathologies, mais en début de semaine, elle a commencé à développer des plaies qui se sont rapidement aggravées. Le mercredi, le néphrologue embêté avec ces plaies qui évoluent rapidement l'adresse aux urgences. L'urgentiste refait un petit peu les pansements et puis nous la réadresse en disant moi, je ne vais pas pouvoir assurer à juste titre le suivi de cette patiente. Donc je la vois ce vendredi midi. Elle est douloureuse, donc elle a des plaies sales dont il faut qu'on s'occupe. Donc j'organise avec les infirmiers du pôle santé un passage infirmier quotidien là, pour le week-end, et je lui propose que ma collègue la revoie en visite au milieu de la semaine suivante pour voir un petit peu comment ça évolue. Et puis, la visite n'a pas le temps d'être faite. Le lundi soir, son fils appelle. Il demande à ce que le médecin passe à la fin de ses consultations rapidement. Elle vient de sortir de sa séance de dialyse, mais elle est très douloureuse et il ne se voit pas laisser sa maman dans ces conditions-là à la maison. Donc, voilà, donc, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire. C'est juste une situation, heureusement, ce n'est pas quotidien quand même. Ce n'est pas des situations représentatives de ce qu'on vit avec le lien ville-hôpital, parce que bien heureusement, dans une majorité des cas, ça se passe quand même relativement bien. Mais ça fait partie des situations qu'on rencontre de temps en temps et qui posent vraiment la question, qui n'a pas été réfléchie en amont, de quels sont les rôles de chacun au sein du système de santé.
quel est le rôle du néphrologue, quel est le rôle du médecin traitant, quel est le rôle de l'urgentiste en fait. Parce que là, on voit bien que si ça cafouille un peu à ce moment-là, c'est qu'il y a des rôles qui ne sont pas discutés, échangés et déterminés. Là, je vais vous proposer une deuxième vignette clinique sur laquelle il y a eu sans doute un travail un peu plus en profondeur de fait pour définir un peu les rôles. Donc, c'est Monsieur Cap, qui est un monsieur âgé de 87 ans, qui est résident de l'EHPAD depuis 4 ans. C'est un monsieur qui a plusieurs pathologies, mais notamment une maladie de Parkinson, qui évolue depuis plus de 15 ans maintenant, suivi au CHU depuis très longtemps également, de manière régulière. Donc moi, je le voyais jusqu'à présent tous les 2 mois pour son renouvellement de traitement, son suivi. Et puis de plus en plus souvent, je suis appelée pour le voir rapidement. En fait, il a des troubles du comportement, ce monsieur, qui commencent à devenir compliqués pour l'équipe. Il a des comportements d'opposition, donc l'équipe n'arrive plus à lui faire sa toilette, n'arrive plus à lui donner son traitement, l'alimentation devient compliquée. Donc l'équipe est mise en difficulté. Et puis sa femme, qui a son âge ou 1 ou 2 ans de moins, est de plus en plus sollicitée parce que finalement, quand elle vient l'après-midi à l'EHPAD, elle vient tous les jours. C'est la seule qui arrive à lui faire prendre bien ses médicaments, qui arrive à l'hydrater, etc. Donc finalement, on s'aperçoit aussi qu'on s'appuie de plus en plus sur l'épouse qui elle-même commence à fatiguer. Donc on se retrouve au bout d'un moment dans une situation difficile qui rend son maintien à domicile compliqué. Donc c'est la situation de maintien à domicile comme on en voit souvent dans notre exercice quotidien. Donc là, on se questionne. Hein, j'appelle le neurologue pour voir. Il nous semble nécessaire qu'il soit hospitalisé, ne serait-ce que pour avoir ses soins quotidiens, son hygiène, son alimentation. Et j'ai aussi besoin, moi, qu'au niveau de son traitement médical, de m'assurer qu'au niveau de son traitement du Parkinson, ce soit optimisé. Donc on échange un peu. Lui, il n'a pas de place dans ses lits à l'hôpital. On évoque éventuellement une hospitalisation en gériatrie, mais on sait qu'il n'y a pas d'entrée directe en gériatrie. Puis finalement, les gériatres ne le connaissent pas, ce monsieur-là. Et en discutant, en fait, moi j'ai la chance de travailler dans un pôle santé où il y a un hôpital local et il y a une place qui se libère le lendemain. Donc finalement, on l'hospitalise à l'hôpital local, ce qui me permet moi de continuer à le suivre, ce qui permet à l'équipe d'avoir un peu plus de personnel pour le prendre en charge correctement. Et quelques jours plus tard, il est pris en neurologie. 48-72 heures pour juste le rééquilibrage de son traitement et il me le réadresse ensuite. C'est vrai que l'hospitalisation en neurologie est fortement facilitée par le fait qu'il y a le lit d'aval derrière. Ça, c'est évident que dans les discussions, ça facilite. Troisième vignette, Madame 10. Donc, Madame 10, c'est une de mes patientes qui a 67 ans, qui est en bonne santé. Elle a juste un souci qui l'embête depuis un certain temps, mais là de plus en plus. Elle a des plaies à ses pieds chroniques qui récidivent sans cesse. On ne sait pas bien ce qu'elle a. Elle a donc une dermatose, mais qui n'est pas bien étiquetée. Et depuis là, ces dernières années, elle fait de plus en plus d'épisodes infectieux, donc des érysipèles, des infections de la jambe. Et là, je la vois au mois d'avril. Depuis l'été dernier, elle a déjà fait plus de 10 érysipèles. Donc, c'est traitement sur antibiotiques sur traitement sur antibiotiques. Elle en a marre. Moi, je me demande aussi si vraiment c'est efficace ce qu'on fait et si ça lui sert à quelque chose. Donc, c'est une dame qui est suivie par un dermatologue au CHU. Donc, elle a été vue en janvier. Elle a eu tout un bilan, bilan des anticorps, des biopsies, tout un tas de choses. Et depuis janvier, elle attend d'être reconvoquée pour avoir les résultats un petit peu de ces bilans. On n'a pas de nouvelles. Moi, quand j'essaie d'appeler, c'est un praticien qui n'est pas forcément joignable. Donc, ça ne nous aide pas forcément là. Et puis, je ne sais pas si un jour, on trouvera une réponse d'abord à sa pathologie dermatologique parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est explorée. Et puis, donc, je sollicite l'avis d'un infectiologue pour savoir un petit peu ce qu'il faut que je fasse en fait en cas d'épisode aigu. Est-ce qu'il faut vraiment remettre des antibiotiques à chaque fois? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il lui faut un traitement au long cours préventif? Et donc, elle reçoit donc, son rendez-vous chez le médecin infectiologue en juillet, qui la voit, coup de chance pour elle, elle n'a plus d'infection. Donc, il m'envoie un courrier en m'indiquant qu'effectivement, il n'y a plus d'infection et qu'il n'y a pas d'indication à un traitement antibiotique et qu'il se propose de la revoir dans 6 mois. Donc voilà, donc je revois cette dame qui me dit et donc, je lui dis et donc j'ai pas plus de solutions et 2 semaines plus tard elle refait un érysipèle et on repart dans la même boucle. Donc ça c'est la question de finalement quelle était la question, quel était le besoin et est-ce que le recours aux soins secondaires a permis en fait de faire un pas de plus que ce que moi j'arrivais à faire en soins primaires. Et en l'occurrence, c'est vrai que là, le besoin était plus de me donner une conduite à tenir en cas d'épisode aigu ou de s'assurer de pouvoir la revoir au moment d'un épisode aigu. Et ce n'est pas forcément la proposition qui a été faite à ce moment-là, probablement parce que de l'autre côté, mon interlocuteur n'a pas compris quel était mon besoin et le besoin de cette dame à ce moment-là. Et puis enfin, Monsieur Jette. Monsieur Jette, c'est un patient 82 ans, mais vraiment fatigué pour son âge, qui a des problèmes de santé multiples,
qui vit à la maison avec sa femme, qui est plus jeune que lui. Donc Monsieur Jett, il a en particulier un cancer de la vessie depuis un certain temps, qui ne met pas en jeu son pronostic vital, et qui est responsable d'épisodes d'hématurie, c'est-à-dire de saignements dans ses urines, de manière régulière, que de temps en temps, il bénéficie de traitements locaux qui font que ça diminue un petit peu ses saignements. Et puis, ça l'ennuie dans sa qualité de vie, c'est un peu infernal, parce que de temps en temps, donc, il saigne tellement qu'il fait de l'anémie, il est fatigué, il faut le transfuser. De temps en temps, les caillots bouchent un peu le fonctionnement de sa vessie, il se met en globe urinaire. Donc, on le suit avec l'urologue de manière conjointe depuis un certain temps. Et puis, c'est un monsieur qui fatigue, parce que par ailleurs, il a des problèmes cardiaques, neurologiques, etc. Sa femme, elle s'épuise à la maison, parce qu'il est de moins en moins autonome. Elle refuse toutes les aides, parce que c'est sa mission d'accompagner son mari, de s'occuper de la maison, et il n'est pas question que d'autres personnes ne les aident. Donc, Monsieur Jett finit par faire une bronchite. Sa femme appelle le médecin de garde un week-end. Il y a des signes un peu de détresse respiratoire, donc il est dirigé vers l'hôpital de second recours. Il reste à l'hôpital 10 jours. Et sa femme m'appelle le vendredi avant Pâques. Moi, j'étais pas au courant de l'hospitalisation initiale, et elle m'appelle paniquée en me disant « il sort demain, c'est pas possible, il tient pas debout, je sais pas comment je vais faire ». Donc, j'essaie de voir moi, si j'ai des places à l'hôpital local, j'en ai pas. Donc, j'organise un passage infirmier, pareil, le matin, pour qu'il y ait une aide à la toilette, une aide à l'habillage, etc. Et puis surtout, en fait, l'infirmier qui les connaît va pouvoir surveiller un petit peu comment ça se passe et puis rassurer madame. Et puis finalement, on le réhospitalise le mardi suivant à l'hôpital local dès qu'on a une place, parce que ça se passe pas bien du tout à la maison. Donc là, c'est aussi la question on a essayé d'anticiper des choses, ça n'a pas été possible. Il y a une sortie qui se passe qui est compliquée, une réhospitalisation quasi immédiate. Quelle est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est l'hôpital? De quelle façon on peut travailler ensemble et partager un peu cette responsabilité des sorties, puisque ça, c'est des choses quand même fréquentes, hein, les réhospitalisations précoces, ça, vous le savez certainement même mieux que moi. Alors, on en arrive à une question qui me semble intéressante. Moi, pourquoi travailler ensemble ? Du point de vue de la ville, je ne me vois pas travailler sans l'hôpital. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne fait pas de doute et qui fait assez consensus. La question que je vous adresse, c'est plutôt est-ce que l'hôpital a vraiment besoin de la ville ? Volontairement, de façon provocante. Hein. Je vais essayer de vous en convaincre quand même. Alors d'abord, première dimension, je pense que la population française, les Français, et je vais vous montrer quelques résultats de sondage, montrent que les Français ont confiance dans la ville et ont envie de soins de proximité. Et puis on a croisé tout à l'heure Madame Lumélie Duna. Je suis très contente qu'il y ait une représentante, voilà, au fond de la salle. J'espère que je n'ai pas accroché votre nom. Je suis très contente qu'il y ait une représentante de patients qui puisse participer au séminaire, parce que je trouve que c'est toujours très, très important d'entendre et de comprendre la perspective des usagers du système de santé. Donc là, il s'agit d'un sondage qui avait été fait par l'Institut BVA l'année dernière. Donc sondage grand public, c'est des gens malades, pas malades, jeunes, âgés, qui résident dans tous les territoires, représentatifs de la population française, et qui les interrogeait sur leurs principales préoccupations vis-à-vis du système de santé. Et donc, ce qui ressortait en premier lieu et de manière assez écrasante, c'est le souhait de toujours pouvoir disposer de soins de santé de proximité. Donc ça, c'est un premier élément. Il y avait eu un autre sondage, pareil, par l'Institut BVA, qui avait été fait en février de l'année dernière, pareil, auprès d'une population représentative de 1000 Français, et qui montrait que parmi les principales préoccupations des Français, il y avait une meilleure égalité ou une réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ça plaide aussi pour des soins de proximité. Et puis aussi la question d'une meilleure coordination entre les professionnels de santé. Donc ça, ce qui montre aussi que les Français ont conscience aussi que l'articulation n'est pas toujours optimale. Et puis, en regardant, je suis aussi retombée sur des résultats qui avaient été issus d'une enquête de l'Adresse en 2015, qui interrogeait justement les Français sur leur recours aux soins de proximité, à la médecine de proximité en général. Donc là, c'était la question de, quand vous avez une préoccupation, une inquiétude pour votre santé, ou si vous avez un symptôme, quel va être votre premier recours ? Et en jaune, vous avez la réponse, je vais consulter mon médecin. Donc, barre de gauche, là, vous avez tout l'ensemble des résultats. Et puis ensuite, c'est par tranche d'âge. Donc là, c'est entouré les plus de 50 ans et les plus de 65 ans. Donc, on voit que pour 2 tiers, 3 quarts des personnes de plus de 50 ans en France, leur premier recours, quand ils vont avoir un problème de santé ou quand ils vont avoir une préoccupation par rapport à leur santé, ils vont consulter leur médecin généraliste. Et puis ça, c'était dans le même enquête de l'Adresse, la satisfaction vis-à-vis de la qualité des soins en 2015.
Donc on voyait que les acteurs ou les soignants qui avaient le meilleur taux de satisfaction par rapport à la qualité des soins en 2015 restaient les soignants aussi de proximité, donc les infirmiers, les médecins généralistes. Donc ça conforte aussi dans l'idée que les Français ont confiance dans cette médecine de proximité. Alors une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut aussi voir d'autres dimensions par rapport à la place de la médecine de ville ou de la médecine générale dans l'organisation du système de santé. Moi, j'aime souvent bien réfléchir à partir de ce modèle que, pareil, un certain nombre d'entre vous connaissent certainement. C'est ce qu'ils appellent le Triple Aim dans l'Institut d'amélioration pour la santé nord-américain. Donc c'est un modèle conceptuel très simple qui a été mis en évidence, publié il y a une dizaine d'années, et qui stipule en fait que les objectifs généraux d'un système de santé se trouvent un peu dans 3 dimensions. Donc il y a la préservation ou l'amélioration de l'état de santé de la population. Il y a une expérience de soins, une qualité des soins, une bonne qualité des soins pour les individus qui recourent au système de santé. Et puis il y a la maîtrise des coûts, donc là la question de l'efficience, donc le coût par habitant du système de santé. Et puis, alors, en regardant un petit peu cette conceptualisation, on peut se questionner sur quelle est la contribution des soins primaires à l'intérieur d'un système de santé. Donc là, je vais vous présenter des chiffres qui avaient été, une association qui avait été publiée dans les années 90. Ça date un peu, mais là, de manière aussi constante dans le temps, c'est des choses qui se revérifient dans différents systèmes et à différentes périodes. Donc Barbara Starfield, c'était une pédiatre américaine qui s'était intéressée finalement à quoi peut bien servir les soins de proximité, les soins primaires dans un système de santé. Elle avait publié un papier qui s'appelait Is Primary Care Essential, donc une question un peu provocante également. Et elle avait cherché à mettre en relation deux éléments. Le premier élément qui est représenté là, en vertical, c'est un score qui caractérise les systèmes de santé en fonction de leur structuration autour de soins primaires organisés, versus des systèmes qui sont moins organisés ou organisés plutôt autour des soins secondaires. Et donc pour regarder ça, elle avait utilisé des indicateurs, donc vraiment un grand nombre d'indicateurs, mais essentiellement dans 5 champs pour caractériser cette structuration au sein des soins primaires. Donc il y avait la dimension de l'accessibilité, donc l'accessibilité effective des populations au système de santé, et la régulation de l'accès aux soins primaires au travers des professionnels du soin primaire. Il y avait la dimension de la continuité dans le temps. Donc là, elle s'intéressait à savoir si dans les systèmes de santé, la population devait s'inscrire auprès d'un médecin de famille ou d'une équipe de soins primaires qui devenait du coup responsable du suivi au cours du temps des patients. Il y avait la dimension de la globalité, donc ça c'était l'étendue un peu du parcours de soins qui était offert aux patients, des soins préventifs, curatifs, palliatifs, rééducatifs, etc. Il y avait les mécanismes de coordination, comment circule l'information entre les soins primaires et les soins secondaires, de manière plus ou moins efficace. Et puis l'orientation du système de santé qui prenait plus ou moins en compte les dimensions donc, centrées sur la personne, centrées sur la famille, prise en compte de la dimension communautaire de la santé. Et donc à partir de tous ces indicateurs de processus et de résultats, elle avait créé un score d'orientation du système de santé vers autour des soins primaires. Et vous avez en bas les pays qui sont les plus organisés autour des soins primaires, c'était dans les années 90. Et puis, donc, en abscisse, vous avez sur la ligne horizontale un critère composite qui prenait en compte à la fois la satisfaction des patients, qui était basée sur un questionnaire extensif par rapport à leur recours aux soins. Donc ça, c'était des enquêtes de population générale, avec la même méthodologie dans différents pays. Et puis des données issues de l'OMS et de l'OCDE par rapport à des coûts de santé, donc coûts du système de santé par habitant, des indicateurs de santé généraux, donc l'espérance de vie, mortalité périnatale, mortalité globale, mortalité spécifique, qualité de vie et altération de la qualité de vie, et puis des critères relatifs aux prescriptions médicamenteuses. Donc on retrouve là-dedans finalement les 3 dimensions du triple objectif là, qui a été publié longtemps après, mais les 3 dimensions y sont. Et ce qu'elle avait réussi à mettre en évidence, c'était une association, c'est-à-dire qu'il y avait... j'ai été un peu vite. Les pays qui avaient une forte structuration des soins primaires et un système de santé solidement ancré sur ces soins primaires atteignaient mieux leurs objectifs que les pays qui étaient moins structurés et notamment moins structurés autour des soins primaires. Les données sont anciennes, donc probablement que les systèmes de santé ont évolué. Donc les pays se déplaceraient probablement le long de cette courbe, mais ce qui est constant, c'est cette tendance en fait d'association entre une variable et l'autre finalement. La France n'est pas représentée à l'époque. Je pense que la France n'avait pas participé aux enquêtes. Je vois Yann Bourgueil qui acquiesce. Tu confirmes.
Alors, comment atteindre ces objectifs? Là, l'idée de vous présenter ce graphe, c'était pas de montrer que les soins primaires étaient plus importants, etc. C'était de montrer qu'il y avait une contribution propre des soins primaires au système de santé. Il y a une dizaine d'années, il y a un médecin généraliste, Kurt Stange, qui a publié un papier qui s'appelait « Le paradoxe des soins primaires ». Il avait été interpellé, il avait pas mal réfléchi à cette question-là, et il avait énoncé un paradoxe apparent et essayé d'expliquer en fait comment ça pouvait s'expliquer. Donc le paradoxe était énoncé de la façon suivante. Quand on compare des patients pris en charge plutôt dans le cadre des soins secondaires ou dans des pays avec plutôt un focus sur les soins secondaires, quand on les compare à ces mêmes patients qui ont les mêmes problèmes de santé plutôt pris en charge en soins primaires, finalement, quand on regarde les indicateurs de suivi maladie par maladie, l'hémoglobine glyquée chez les diabétiques ou ce genre de choses, les soins secondaires vont être de meilleure qualité, vont assurer une meilleure sécurité et il y a une meilleure efficacité des soins maladie par maladie. Et du coup, il se questionnait de comment est-ce qu'on peut expliquer à ce moment-là que dans les pays plutôt orientés vers les soins primaires ou avec un ancrage fort des soins primaires, à l'échelle d'une population, on arrive malgré tout à un meilleur état de santé, à des meilleurs résultats en termes d'équité, d'efficience, et que même à l'échelle individuelle, quand on prend des personnes qui ont une ou surtout des maladies chroniques, finalement, on arrive à un état de santé similaire à moindre coût. Et donc, il s'est pas mal questionné pour essayer d'expliquer ça, et il a vraiment remis en évidence les éléments fondamentaux de ce qui fait les soins primaires, c'est-à-dire que, alors que les soins primaires vont être plus focalisés sur une maladie donnée, les soins primaires vont avoir plus de considération pour la prise en charge de la personne et vont surtout assurer au sein du système de santé une meilleure accessibilité, une meilleure pertinence dans les choix et les priorités par rapport aux besoins de santé. Et puis, ils assurent ces fonctions de globalité et de continuité qui leur sont propres. Et donc, vraiment, la conclusion de ce papier, de ces constats, etc., était de dire que, de toute façon, l'un ne pouvait pas fonctionner sans l'autre et que les systèmes qui faisaient le mieux, c'était des soins secondaires forts, soutenus, de qualité, performants, articulés et bien articulés de manière bien fonctionnelle à des soins primaires organisés et que chacun doit assurer de manière optimale ses fonctions, que sinon, y a un déséquilibre et qu'il y a toujours un côté qui pêche. J'espère vous avoir convaincu qu'il me paraissait important de travailler ensemble. Donc, je vais juste là ébaucher quelques réflexions sur le comment travailler ensemble parce que je pense que ça va vraiment être l'objet là, des ateliers qui vont suivre et que les réponses, on va certainement les construire ensemble. Je voulais juste là éclairer un peu, initier les échanges, les débats avec de la littérature académique conceptuelle. Et avant ça, juste réfléchir au terme un peu travailler ensemble. Alors, on parle de lien, de travail ensemble. Il y a toute une foultitude de termes dont on ne sait pas comment se démêler. Communication, coordination, coopération, collaboration. J'en oublie certainement. Concertation. Il n'y a pas de consensus, c'est des termes un peu mous. On utilise un peu tous ces mots les uns pour les autres. Il y a le mot de parcours aussi qui a émergé et dont on n'arrête plus de parler. Il y a un lexique qui a été rédigé par des ARS là, il y a quelques années qui fait plus de 100 pages sur des définitions, parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie. Donc ceux qui sont intéressés peuvent s'y référer. C'est toujours très intéressant de voir comment chaque acteur définit un petit peu tout ça. C'est pas très important ces termes-là, sauf que de temps en temps, on se parle et puis on a l'impression de parler la même chose et on parle pas de la même chose. Hier soir, je parlais avec l'un d'entre vous sur la question des parcours et en fait, on s'aperçoit après quelques minutes qu'on parlait pas de la même chose. Voilà, pour quelqu'un qui vient plus de l'hôpital, le parcours, ça va être l'enchaînement entre la sortie, le séjour, entrée, séjour, sortie. Pour d'autres, ça va être centré sur un épisode de soins, pour une pathologie, une chirurgie, etc. Pour la HAS, le parcours est vraiment pathologie par pathologie. Et puis, vu de la ville, vu des soins primaires, le parcours, c'est une conception sans doute peut-être plus floue, mais beaucoup plus large et beaucoup plus longitudinale. Le parcours, c'est l'enchaînement des bonnes compétences au bon moment pour un patient donné, en fonction de ses valeurs, de ses préférences. Mais quelle que soit la pathologie, quel que soit le moment, que ce soit aigu, chronique, souvent ça se mélange. Et donc, c'est un peu plus large. Donc, on utilise les mêmes mots et on n'a pas les mêmes concepts derrière. Donc, c'est important quand même de savoir ce qu'on met derrière les mots. Et puis, pour réfléchir aux conditions qui permettent le travail ensemble, une bonne collaboration, je vous propose de réfléchir à un modèle conceptuel qui a été proposé il y a quelques années par une équipe québécoise, et ça vient des sciences infirmières. Je pense que ce n'est pas un hasard que ce soit les sciences infirmières qui réfléchissent à cette question de comment travailler ensemble, et qui distingue en fait 3 niveaux du travail ensemble. Donc ils ont utilisé leurs mots, on pourra en débattre longtemps, peu importe les mots.
mais qui sont vraiment importants, je pense, dans les échanges qu'on va avoir et puis dans le développement de la collaboration qu'on pourra avoir ensemble entre la ville et l'hôpital. Donc, il distingue un niveau 1 de travailler ensemble, qui est l'adressage, alors le referral américain, donc la référence, je t'adresse un patient, tu me le réadresses, etc. Pour que ça fonctionne, ça, il faut essentiellement qu'on communique. Donc ça, c'est la question du courrier de sortie d'hospitalisation, d'arriver à joindre le médecin, etc. C'est un échelon essentiel, mais qui, dans certaines situations, n'est pas suffisant, en fait, pour obtenir les meilleurs résultats pour le patient. Pardon. Donc, quand vous passez à un niveau supérieur, qu'ils ont appelé la coordination, là, ça nécessite de déterminer des objectifs communs, donc de s'entendre sur qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller où avec ce patient. Ça nécessite de connaître et de reconnaître la contribution de chacun auprès de ce patient et la contribution de chacun au sein du système de santé, de développer de la confiance, du respect, de tout simplement connaître l'autre et de savoir quelle est sa mission, et puis de reconnaître comme légitime le leadership de chacun dans son contexte et dans ses missions. Et puis le niveau encore supérieur qu'il qualifie de collaboration, c'est un niveau au sein duquel il y a nécessairement une symétrie alors c'est power, je ne sais pas si pouvoir est l'exacte traduction du power, un processus de décision partagée, et puis aussi surtout ce qui me paraît extrêmement intéressant là dans tout ce qu'on va discuter dans les ateliers, la question de la responsabilité partagée. Qui est responsable quand il y a une fragmentation du parcours de santé? Qui est responsable d'une sortie qui s'est mal passée, qui est responsable. Tant qu'on ne se posera pas la question d'avoir une responsabilité partagée, je pense qu'on sera toujours un peu dans le ping-pong de dire il fallait que l'autre fasse ci, il fallait que l'autre fasse ça. Et on aura de la difficulté à construire des parcours qui seront vraiment fluides au bénéfice des patients. Voilà, donc c'était le but un peu de ces vignettes cliniques. De reposer la question est-ce qu'on a vraiment mis au point on s'est entendu sur des objectifs communs, est-ce qu'on a pris des décisions de manière partagée, et est-ce qu'on s'est senti responsable de façon commune des décisions qui seraient prises pour ces patients. Un petit peu de poil à gratter pour finir. Ça, c'est des petites choses du quotidien qui sont assez anodines, mais qui, je pense, illustrent juste la méconnaissance de la façon dont les uns les autres travaillent. Donc ça, c'est évidemment vu de la ville. On aurait certainement des choses un peu à mettre en miroir du côté de l'hôpital. Donc la première situation, c'est la secrétaire de l'hôpital que ma secrétaire appelle pour prendre un rendez-vous urgent et qui exige que ce soit moi, médecin, qui l'appelle elle, secrétaire, et qui n'accepte pas que moi, je lui ai délégué ça à ma secrétaire. C'est aussi la secrétaire qui ne peut pas déranger Dr X parce qu'il est en consultation, ce qui est tout à fait compréhensible, et qui vous rappellera, mais sans me demander quand moi, ça ne me dérangera pas d'être dérangée, puisque moi, je suis aussi en consultation de mon côté. C'est les urgences qui appellent pour connaître le traitement de Madame R, et qui, juste avant qu'elle raccroche, à qui je demande, mais au fait, pourquoi est-ce qu'elle est aux urgences? Ah oui, elle vient de faire un infarctus, elle a été retrouvée chez elle à terre depuis plusieurs heures et elle n'est pas en bonne forme. Ah, heureusement que j'ai posé la question, ça m'intéresse aussi. Des petites choses comme ça. Voilà, donc pour conclure, il y a aussi la littérature conceptuelle par rapport à qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en place du travail en commun. Les prérequis, c'est d'avoir des différentes parties prenantes qui ont des compétences complémentaires. Donc ça, je pense que c'est assez clair que les soins de ville, l'hôpital ont des compétences qui se complètent. C'est de partager des objectifs vis-à-vis de la santé du système de santé. Donc là aussi, je pense que si on regarde à un niveau très macro sur les objectifs généraux du système de santé, on peut assez facilement s'entendre. Et puis, c'est d'avoir une démarche concertée. Donc, je pense que ça, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Le séminaire en est un reflet parfait de prendre des temps d'échange et d'avancer ensemble, en fait, pour construire un peu des mécanismes de collaboration. Et c'est ce qu'on peut produire comme valeur ajoutée à travailler ensemble, c'est bien évidemment pour la population, pour les patients, les professionnels, le système de santé en général. Donc ça, il y a des enjeux derrière multiples. Il y a des enjeux de formation. Donc dans les ateliers, on aura l'opportunité d'entendre, je pense que c'est Lucie Garcin qui représente l'ISNAR, le syndicat des internes de médecine générale. Il y aura aussi Jean Sibilia, le président de la conférence des doyens. Donc ça, c'est des enjeux de formation importants. Il y a des enjeux de gouvernance. Donc là, c'est pareil. On aura, je pense, Cécile Courrèges et d'autres intervenants sur ces thématiques. Et puis vous tous, décideurs. Et puis des enjeux aussi de territoire professionnel et de transformation des organisations professionnelles. Donc là, on va avoir notamment demain matin Pascal Gendry, Brigitte Rémery, Suzy Pouillou. Et vendredi après-midi avec Claude Léchère et David Guillet, des échanges, je pense, très riches sur la transformation de ces territoires professionnels et les transformations des organisations.
Voilà. Donc, je passe ça. Et puis, je vais juste terminer par vous souhaiter un excellent séminaire à toutes, à tous. Merci beaucoup.